Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 424 du podcast J'en Actu, Alain Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés une nouvelle fois pour débriefer la Free Agency NFL. Je vais parler avec Raphaël Masmejean. Bonjour. Salut à tous. Grégory Richard est avec nous également. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Messieurs, deuxième émission, deuxième conseil de classe de la NFL suite à la Free Agency. On fait le bilan des effectifs et des mouvements du mercato depuis la fin de la saison, les transferts y compris. Nous avons traité la NFC dans une émission précédente, nous vous y référons. L'AFC désormais, on va commencer avec la division du champion AFC en titre et les Chiefs, qui ont échoué évidemment au dernier Super Bowl. On vous rappelle le principe, félicitations, compliments, passables, redoublements. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à juger de manière impitoyable tout ce qui s'est passé pendant les derniers mois ? Exactement. Eh bien, c'est parti. Hi, it's Navarro Bowman from the 49ers, and you listen to the Touchdown Podcast. Groovy baby. On commence cette émission avec les Chiefs et l'AFC West. Donc, bien évidemment, on l'a dit, messieurs. Je vous rappelle le principe de l'émission. On donne les départs, les arrivées et on note. Les arrivées du côté de Kansas City. Demarcus Robinson, reste. TJ Sharp arrive. Ça, c'est pour les cibles. Blake Bell aussi arrive. Il y a eu du mouvement sur la ligne offensive. Beaucoup de mouvements. Kyle Long, Joe Tunney et Mike Remers arrivent. Austin Blitt également. En défense, Taco Charlton et Jaran Reed arrivent et Daniel Sorensen reste. Du côté des départs, évidemment, il y a eu les tackles Eric Fisher et Mitchell Schwartz qui ont été coupés. Sammy Watkins est parti, Damian Williams aussi. Anthony Sherman a pris sa retraite. Tano Passagnon et Damian Wilson sont partis aussi en défense. Il y a des joueurs qui sont pas encore partis mais qui ne sont pas restés non plus. Austin Ritter, notamment le centre, mais qui sont condamnés par l'arrivée d'Austin Blitt. Mike Pennell en défense. Ces joueurs-là, par exemple, donc, n'ont pas été signés ailleurs, mais officiellement, ils ne sont plus aux Chiefs. Tout comme Le'Veon Bell, qui n'a pas non plus percé du côté de Kansas City. Comment sentir alors cette équipe double championne AFC en titre, quand même, messieurs? Le gros de l'intrigue me semble quand même être sur la ligne offensive. Non, ça va être là-dessus qu'on va juger, parce que Fisher, Schwartz qui s'en vont, Joe Tunney qui arrive. Il y a quand même beaucoup de gros noms là qui ont défilé là-dedans. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement, Raphaël? Est-ce que c'est du positif ou du négatif? Écoute, moi j'ai envie de dire que c'est du positif par rapport à la situation au début de l'intersaison. Il y avait des gros doutes sur le poste de garde, de centre. C'est vrai qu'il y avait aussi des doutes sur les blessures des deux tackles, Eric Fisher et Mitchell Schwartz, qui sortent tous deux de blessures. Et il y a quand même des échos qui traînent sur Mitchell Schwartz, sur une possible retraite, sur un vrai gros problème au dos en plus. Donc bon, il y a quand même des échos pas très rassurants à ce niveau-là. À partir de là, ils sont partis du principe de faire le ménage au niveau de leur tackle pour se payer un top guard pour renforcer le centre de la ligne. Ça comble pas les problèmes, tous les problèmes au poste de tackle. Maintenant, pour moi, c'est ce qu'on disait par rapport à l'émission dernière en comparaison avec Seattle, qui n'a pas fait grand-chose à mon sens pour faire venir un top player sur la ligne offensive. Eux se sont mis dans cette position-là pour le faire. Donc à partir de là, moi je trouve ça positif. Après, est-ce que ça sera suffisant ? C'est une autre question. Rappelons que l'an dernier, on a aussi l'impression que leur ligne offensive est à la rue totale parce qu'elle joue avec les remplaçants des remplaçants. Donc faudra aussi remettre ça en perspective cette année si tout le monde revient. Donc bon, on va voir. Greg, le centre de la ligne, clairement, a plutôt fière allure avec Joe Tunney, Austin Blitt, et puis éventuellement, on n'en a pas parlé, le retour de Laurent Duvernay-Tardif, qui a pris une année off pour pratiquer la médecine et aider dans la lutte contre le Covid. Donc au centre, c'est plutôt pas mal. Les interrogations se situent aux extérieurs.
Ouais, alors je suis plus rassuré par le poste de tackle droit, en l'occurrence. On va parler du retour, en effet, de Mike Reimers. A priori, Kyle Long, ça peut être, en effet, possiblement pour jouer un peu plus écarté dans cette logique-là, avoir un profil un peu plus polyvalent que le profil de garde unique qu'il avait du côté de Chicago. C'est plus côté aveugle, en effet, que la question va se poser. Alors après, ils ont quand même l'avantage d'avoir un quarterback qui reste quand même assez mobile, malgré quelques petits soucis au pied survenus récemment, mais on a vu que c'est pas forcément ça qui l'handicapait sur toute la durée d'un match. Donc oui, non, ça reste forcément un point d'interrogation non négligeable. Le principal, selon moi. Après, voilà, je les avais mis en vainqueur lors du dernier podcast qu'on avait fait sur la Free Agency. Enfin, en tout cas, la première fournée, si je peux parler ainsi. Là, j'irai pas jusqu'aux félicitations, mais oui, pour moi, le point global de Parks Piquera, à savoir le fait d'avoir plus que limité la casse, continuer d'attirer quand même des talents malgré leur situation salariale qui pouvaient inquiéter de par les énormes contrats qu'ils ont donnés à certains de leurs cadres. C'est ce qui m'incite quand même à les mettre en compliment. Après, je ne mets pas la question en effet du tackle, notamment côté aveugle. Mais voilà, sur le reste des positions, je suis pas forcément autant alarmé que ça. Et puis, je trouve que, mine de rien, sur la ligne défensive, avec peu de moyens, ils font venir 2 joueurs de rotation qui peuvent devenir intéressants. Jaron Reed, qui avait quand même montré des bonnes choses à Seattle, qui a peut-être pas eu le niveau tant attendu par Seattle, mais qui a quand même montré des choses. Et Taco Charlton, qui est un bon joueur de rotation. C'est une ligne défensive sur le papier avec Frank Clark, Chris Jones, qui a quand même bien fière allure. On sait l'importance de la ligne défensive pour Steve Spagnuolo. Bon, il se renforce à ce niveau-là. Il y a la draft derrière. Je trouve que pour un champion en titre, c'est tout. Enfin, pour un ex-champion en titre et pour un finaliste en titre, c'est toujours compliqué de renforcer l'effectif. Eux, finalement, ils sont peut-être pas si loin que ça de le renforcer. Donc, je vais aussi sur des compliments. Ouais. Oui, bah, je vais vous rejoindre. Il y a pas grand-chose, mais c'est plutôt malin. Donc on peut aller là-dessus, en effet. Donc, compliment pour les Kansas City Chiefs. Du côté des Raiders, qui étaient second dans cette division l'an dernier, beaucoup de mouvements, mais vraiment beaucoup. Les arrivées, Kenyan Drake, Theo Riddick, John Brown, Zay Jones, Willie Snead, Derek Carrier, Rich Incognito revient, Nick Martin au centre, Denzel Good, Yannick Ngakoue et Jonathan Hankins, Quinton Jefferson, Matt Dickerson, Solomon Thomas en défense, Nicolas Moreau aussi, Nevin Lawson et Karl Joseph qui revient après une petite année de césure. Du côté des départs, Devontae Booker, Nelson Agholor, Tyrell Williams, Jason Witten, Trent Brown envoyé chez les Patriots, Gabe Jackson envoyé à Seattle, Ron Hudson envoyé en Arizona. Visiblement, il n'aimait pas du tout les joueurs de leur ligne offensive qui étaient pourtant bonnes. On va y revenir. Takaris McKinley, Malik Collins, Raekwon McMillan, Eric Harris et Lamarcus Joyner, ça part aussi. Étonnant quand même ce qui s'est passé avec cette ligne offensive qui était un des points forts des Raiders ces dernières saisons et qui est complètement bazardée. C'est incompréhensible, non ? Oui, bah moi c'est ce que je disais la dernière fois, c'est vrai qu'en effet, notamment la partie gauche a quand même été quelque peu sacrifiée. On pouvait s'étonner des choix des Chiefs. Là, je pense qu'on est au-delà. Mais c'est pas la seule chose. Moi, très franchement, ce qui me perturbe le plus avec cette intersaison des Raiders, c'est que non seulement ils plombent un point positif qui était la O-line, mais à mon sens, beaucoup de points négatifs n'ont pas été améliorés, notamment un backfield défensif qui, je trouve, à l'instant où on se parle, fait quand même un peu pitié. Dans une division où tu joues notamment, où tu es parti pour jouer Mahomes 2 fois et Herbert 2 fois, j'aime quand tu dis des mots méchants, mais très délicatement. Ouais, tu vois, je pense qu'il manque plus que la pancarte plein centre pour dire l'embut, c'est ici. Venez par là. J'aime bien, il pose son fait pitié sur la table, mais tout doucement. J'ai voulu être mesuré, puis je me suis dit non, c'est vrai que sur le papier, ça fait quand même un peu léger malgré tout. Mais moi, j'ai toujours du mal à comprendre ce que font John Gruden et Mike Mayock, de toute façon, Raphaël. Je vous rejoins. C'est vrai que je ne sais pas trop quoi penser de cette intersaison des Raiders, surtout que, à la limite, à mon sens, il y avait un problème sur le pass rush. Ils tentent quelque chose avec Yannick Ngakoue et Jefferson. Alors, Ngakoue, on a vu sa dernière saison est un peu compliquée avec ses nombreux échanges. On ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais à la limite, s'ils s'étaient contentés de faire ça, j'aurais presque trouvé que leur intersaison était réussie et qu'ils avaient tenté de faire quelque chose. Maintenant, à côté de ça,
ils affaiblissent un de leurs points forts et comme l'a dit Greg, surtout, ils ne considèrent absolument pas ce qui était leur plus gros point faible, le backfield défensif. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On aurait presque pu ne pas regarder le non-renforcement du backfield défensif si tu n'avais pas affaibli ta ligne offensive, j'ai envie de dire, en contrebalance. Mais là, vu que les deux s'accumulent, c'est vrai que c'est très, très étonnant d'aller dans ce sens-là. Donc, ils doivent avoir leur plan, ils doivent avoir confiance dans certains de leurs jeunes joueurs sur la ligne offensive. Pourquoi pas? Bon, pour moi, tu remplaces clairement pas un Rodney Hudson comme ça, mais l'avenir nous le dira. Mais pour moi, c'est du coup, on est au border sur le redoublement. Hein. Ah bah moi, j'y vais carrément. C'est redoublement. Si tu penses que tu as dit Ngakoue, le deuxième plus gros contrat distribué derrière Ngakoue, c'est Kenyan Drake qui prend 11 millions de dollars sur 2 ans. Donc pour moi, John Gruden joue toujours en 2001, ça c'est clairement le plan. Mais après, voilà, il est polyvalent, Kenyan Drake. Ouais, non mais faut arrêter. Justement, peut-être qu'il veut écarter un peu plus son attaque. 5 millions le running back remplaçant. Ça trahit vraiment l'esprit. Enfin, il y a des coachs comme ça qui veulent pas changer, quoi. Donc redoublement pour moi, ça fait 2 redoublements. Et ben voilà, notre première émission est là. Les Chargers ont fait venir Chase Daniel, Jared Cook, Matt Feiler, Corey Linsley, Odey Aboushi, Kyler Fackrell, Michael Davis, Ryan Smith, Brandon Fakizion et Michael Badgley a re-signé. Ça, c'était le kicker. Du côté des départs, Tyrod Taylor, Hunter Henry, Sam Levy, Forrest Lamp, Dan Finney, Mike Pouncey a pris sa retraite, Denzel Perryman, Nick Vigil sont partis et Rayshon Jenkins également. Sam Tevi, Forrest Lamp, Mike Pouncey qui partent sur la ligne, Matt Feiler, Corey Linsley qui arrive sur la ligne et Odey Aboushi aussi. Est-ce qu'on est dans une opération positive ou négative? Parce que ça avait commencé avec ces signatures-là et puis il y a eu des départs aussi. Donc au final, on ne sait pas s'il y a vraiment plus d'aide pour Justin Herbert, non? Je te trouve dur. Pour moi, les aides qui arrivent, elles sont vraiment importantes. Enfin, je ne sais pas si c'est l'adjectif que j'aurais employé. Importante? Oui. Bah, écoute, pour moi, c'est un super centre qui arrive et tu as un joueur. Ah oui, pour Linsley, pardon, j'étais resté sur les gardes. Oui, d'accord. Et même pour Feiler, c'est un bon joueur de ligne offensive, assez polyvalent. À mon sens, il va faire du bien à cette équipe. Moi, je reste sur compliment du coup dans cette optique-là. Oui, c'est ce que j'avais dit. Alors, il me semble pas que tu aies cité, Alain, je vais pas dire de bêtises, Casey Ward également qui s'en va. Du coup, au niveau du backfield, ouais, ça fait quand même. Parce qu'il a pas signé encore ailleurs, c'est pour ça que. Ah oui, c'est pour ça, pardon. Ouais. Donc ouais, va falloir voir très clairement comment ils vont considérer cette position. Après, si on s'intéresse notamment à l'attaque, je ne dis pas qu'il était un point faible, mais qui en tout cas par le biais de la ligne offensive était un facteur très clairement à considérer. J'en avais déjà parlé. Il y a la possibilité de prendre un bon left tackle, surtout qu'ils sont assez hauts à la draft. La free agency me paraît cohérente. Et très franchement, je reste sur les compliments que j'avais sous-entendus la dernière fois. Bon, je vais vous suivre sur les compliments. Après, encore une fois, je notais, Mike Pouncey, il avait eu des problèmes de blessure de mémoire quand même ces dernières saisons. Donc, ça me dérange pas. Après, c'était vraiment sur les autres. Mais oui, l'optique est là. Et puis, Jared Cook, ça peut faire un petit tight end de plus. Alors, Hunter Henry part, mais Hunter Henry a quand même pas mal de blessures aussi. Donc ça peut... On est dans la continuité pour moi. Donc, je n'aurais pas été choqué par un passable, mais je m'incline devant vos compliments. Donc, allons-y sur compliments. On termine avec les Broncos pour cette division. Mike Boone arrive en attaque, mais sinon, c'est que du recrutement défensif avec Shelby Harris qui est re-signé, Shamar Stephen qui arrive, ça c'est sur la ligne défensive, Ronald Darby et Kyle Fuller, les cornerbacks, Karim Jackson et Justin Simmons qui est tagué, ça ce sont les safety. Du côté des départs à Denver, Philip Lindsay est parti, Nick Vannett aussi, Elijah Wilkinson, Jeremiah Ataochu, AJ Bouye. Pas beaucoup de départs relativement. Enfin, ça s'équilibre à peu près dans le nombre, mais il y a quand même de la qualité sur les arrivées. Et puis, le plus notable, c'est quand même le backfield défensif. Darby, Fuller, Jackson, Simmons. C'était clairement la priorité. Est-ce que c'est réussi pour toi, Grégory? Alors, c'est un peu compliqué cette intersaison des Broncos, je trouve. Moi, je vais le dire tout de suite. Je suis allé sur passable dans le sens où j'aime beaucoup les signatures ou les re-signatures qui ont été faites par les Broncos. Maintenant, tu peux pas occulter que au niveau du poste de quarterback. Alors, j'ai vu qu'ils étaient dans les négociations pour Stafford, par exemple. Il y a beaucoup de rumeurs. On parlait des Bears la dernière fois, qui avaient entretenu le mystère autour de Russell Wilson. Visiblement, les Broncos disent on a bougé, mais du coup, il y a rien qui se fait.
Donc, Après, en plus, c'est pratique les rumeurs. J'étais en négociation pour Stafford et Wilson, tu vois, c'est toujours après coup. Tu vois, c'est genre, ouais, non bon, mais bon. là, elle est mariée, mais j'étais en négociation pour Gisèle Bündchen. Bon, ça s'est pas fait, mais vous savez pas. Donc running back, il en reste un peu sur le marché, mais je suis pas encore totalement convaincu par Gordon et Freeman. Donc c'est plus ça, si tu veux, cette équipe des Broncos, elle me paraissait assez complète, mais en étant assez complète l'année dernière, elle s'est un peu viandée. Et si tu veux, moi c'est toujours pareil. Vic Fangio, je respecte énormément le coach défensif, mais je suis même pas sûr qu'il ait besoin de top players, même si avec Kyle Fuller, un joueur qu'il a connu, il va pouvoir en effet booster ce backfield défensif. Je suis même pas sûr qu'il ait besoin. Enfin, je pense qu'il a plus besoin de talent en attaque que de talent en défense, parce qu'il est capable de développer des bons joueurs, je pense, et qu'il a montré ses limites, certaines limites assez criantes en tant que head coach, que son attaque pourrait compenser en 2021. Donc, on ne sait pas si les Broncos vont être agressifs à la draft, mais je pense qu'il va falloir, parce qu'en tout cas, cette free agency me laisse un peu sur ma faim, et c'est pour ça que je suis resté sur un passable concernant Denver. Passable, Raphaël. Écoute, moi je serais presque allé sur compliment, ne serait-ce parce qu'ils gardent Simons et Shelby Harris, qui pour moi sont deux excellents joueurs sur leur poste, et que ça leur permet quand même d'avoir une ossature très très costaude à nouveau du côté de Denver. Mais c'est vrai que le passable peut se retenir dans le sens où ce qui était à mon sens quand même un des chantiers, c'était l'attaque, et l'attaque donne pas tellement le sentiment d'être renforcée. Après, pour moi, le principal problème en attaque, c'est leur quarterback, et de toute manière, ils ont pas trouvé la solution pour améliorer ça. Donc à partir de là, c'est compliqué d'améliorer sensiblement cet effectif. Moi, je trouve qu'avec les moyens qu'ils avaient, ils ont fait le taf correctement. Donc, je serais allé vers compliment. Maintenant, j'entends aussi le passable. Hein. Je peux m'incliner sans problème. J'aime pas trop avoir à trancher, mais c'est mon côté François Hollande. Non, je vais dire passable. Ils ont fait le taf, mais il y a rien qui me fait sauter au plafond. Pour la FC West, ça fera donc compliment pour les Chiefs et les Chargers, passable pour les Broncos et redoublement pour les Raiders. L'AFC Est, les Bills qui ont remporté l'AFC Est la saison dernière ont fait venir Mitchell Trubisky, Matt Breida, Tywan Jones, Isaiah McKenzie, Brandon Powell, Emmanuel Sanders, Jacob Hollister. Sur la ligne offensive, Bobby Hart, Daryl Williams, John Feliciano, Forrest Lamb. En défense, Efe Obada, Tyrell Adams, Matt Milano, Rossinier, Levi Wallace et Matt Hack, le punter. Ils ont perdu John Brown, André Roberts, Tyler Croft, Lee Smith, Brian Winters, Ty Nishki, Quinton Jefferson et Dean Marlowe. Le nom glamour, c'est plutôt Emmanuel Sanders. On va aller là-dessus. Et la re-signature de Matt Milano, quand même, qui prend 41 millions de dollars et demi. C'est plutôt pas mal. Le demi est important. Hein. On peut pas Surtout faire avec pour 40. lui, Avec 41 millions de dollars, on peut pas faire la même chose qu'avec 41 millions de dollars et demi, quand même. Donc, est-ce que c'est une intersaison? Là, on est dans les équipes qui doivent confirmer / renforcer, on va dire. Est-ce que le contrat est rempli pour Buffalo? Pour moi, il est en partie rempli. Ils gardent deux joueurs importants dans leur effectif, donc leur tackle droit Williams et Milano au poste de linebacker. Même si Milano me semble peut-être un poil surpayé, mais bon, après, c'est toujours pareil. Hein. La NFL, on a quand même vu son impact l'année dernière quand il était là et pas là. Ouais, c'est aussi non, ça. mais je comprends aussi. Hein, je comprends qu'ils aient eu envie de le garder pour ça. Donc, j'ai pas tellement de problème avec ça. Et ce qui, pour moi, est embêtant, c'était le départ de John Brown, mais qui est remplacé par Emmanuel Sanders. Donc, il y a un vrai potentiel de pas trop perdre à ce niveau-là. Ce qui est ultra positif parce qu'on avait vu quand même l'an dernier que l'attaque de Buffalo avait pris vraiment son essor avec ce trio de receveurs Diggs, Beasley et Brown. Donc là, en le remplaçant par Sanders, je trouve que tu gardes cette force-là et c'était le principal à mon sens. Donc moi, je vais sur compliment. Il manque effectivement l'ajout star à mon sens pour passer en félicitations comme Diggs avait pu l'être l'an dernier pour une équipe qui avait une vraie volonté. Il manque ça peut-être, mais ça reste très solide donc, et cohérent. Donc pour moi, c'est compliment. Compliments. Greg, est-ce que tu irais sur des compliments aussi? Alors, j'ai la même logique que les Buccaneers, équipe en plein essor qui a quand même réussi à conserver l'écrasante majorité de son ossature de la saison passée. Comme le disait Raph, voilà, alors certes, il n'y a pas de signature hyper sexy, mais ce qu'ils en avaient vraiment besoin, c'est quand même une équipe qui était en finale de conférence l'année passée, qui, encore une fois, a pas des besoins criants sur beaucoup de postes. J'ai pris la même logique que pour les Buccaneers, je suis allé sur félicitations. Félicitations. Oui, parce que pour moi, ils ont quand même réussi à éviter un exil assez massif et en effet à garder un effectif
compétitif et en mesure éventuellement de se mesurer aux Chiefs dans la course à la conférence américaine. Alors du coup, moi je serais plutôt sur compliment parce que ils ont fait, en effet, je comprends le parallèle avec les Buccaneers. Après, les Buccaneers, ça garde du Shaq Barrett, tu vois, du Rob Gronkowski, du Lavonte David, vraiment des gros impact players. Là, je crois qu'on est quand même dans des mecs un peu en dessous. Et c'est moins glamour sur le papier, mais encore une fois, c'est des joueurs qui étaient extrêmement importants la saison passée. Signer un John Feliciano sur l'intérieur de la ligne, ça reste quand même assez important aussi. Matt Milano, je le répète, l'impact était. Après, on est d'accord, hein, c'est des joueurs qui sont moins clinquants sur le papier. Mais c'est juste d'un point de vue logique. J'essaye d'avoir un peu de logique de temps en temps. Non, mais on n'a jamais dit le contraire. Donc non, mais oui, moi je suis comme Raphaël. John Brown, ça m'embêtait, c'est à peu près compensé. Ça me va compliment. Est-ce que ça va compliment pour tout le monde? Allez. Les Dolphins qui étaient leurs dauphins la saison dernière dans la division. Ah, c'est bien trouvé. Les Dolphins qui ont fait venir Jacoby Brissett, Malcolm Brown, Will Fuller, le receveur, Mike Collins, receveur aussi. Sur la ligne offensive, Adam Pankey, Isaiah Wilson, qui a été recoupé derrière, évidemment. Matt Skura. En défense, Adam Butler, John Jenkins, Bernardrick McKinney et Landon Roberts, Brennan Scarlett, Justin Coleman. Du côté des départs, ils ont perdu Ryan Fitzpatrick, Matt Breida, Julian Davenport, Ted Karras, Shaq Lawson, Davon Godchaux, Camus Grugier-Hill, Kyle Van Noy, Matt Hack. Raphaël avait parlé, je ne sais plus si c'était dans la dernière émission, du coup, de la free agency il y a 2 ans, Brian Flores, la première, avec les vétérans, etc. J'ai l'impression qu'ils en perdent, je ne sais pas si c'est parce que je vois le nom de Van Noy, mais j'ai l'impression qu'ils en perdent un petit peu de cela. Il y a pas mal de départs quand même du côté de Miami, non ? Ouais, mais tu vois, je me demande si, alors, je vais pas faire croire que c'était un plan sur 2 ans de Brian Flores et qu'il avait calculé le coup, mais c'était la transition. Je trouve que c'est un effectif avec des vétérans qui étaient arrivés sur des contrats courts et facilement séparables et qui étaient venus encadrer tout un nouveau groupe de jeunes joueurs. Et il y a eu cette transition a commencé à se faire. Ils ont encore pas mal de choix de draft à venir. Ils ont gardé des vétérans qui leur sont utiles. Ils en font venir d'autres, tu vois, Bernardrick McKinney, Matt Skura. Je suis pas le plus grand fan de ces joueurs, mais ils continuent à faire venir quelques vétérans qui peuvent apporter. Will Fuller, mine de rien, l'an dernier, avant sa suspension pour substance illicite, il était quand même sur un bon vrai début de saison. Enfin, je veux dire, c'était quand même plus qu'honorable ce qu'il était en train de faire. C'est pas ultra glamour, c'est pas c'est pas une free agency top. Maintenant, je trouve qu'ils continuent dans leur lignée de tenter des coups intéressants à la free agency et de se renforcer principalement via la draft. Donc pour moi, ils restent sur leur ligne de conduite, donc je dirais presque jusqu'à compliment parce qu'ils restent dans cette ligne de conduite en fait et qu'ils s'enflamment pas. Je te sens positif. Grégory, est-ce que tu es positif aussi sur cette free agency ? Ça me paraît compliqué de pas mettre les compliments parce qu'en effet, ils sont restés actifs et agressifs justement pour bonifier leur bonne saison passée. Apparemment, il y avait deux passerelles prioritaires, c'était Houston et New England, parce qu'on a parlé des Texans notamment avec McKinney et Fuller, mais bon, au niveau des joueurs qui ont porté le maillot des Pats, hormis Adam Butler, Justin Coleman, Jacoby Brissett, on sent que la connexion est restée forte. Mais oui, en tout cas, voilà, c'est des joueurs qui peuvent apporter, en tout cas, des joueurs que connaît Brian Flores d'une part, ce qui reste quand même assez important, et puis d'autre part, des joueurs qui peuvent apporter quand même cette part d'expérience qui reste nécessaire à une équipe qui a bien capitalisé notamment sur ses choix de draft de ces dernières années et qui attend encore plus de progresser dans le sillage de son jeune quarterback. Donc, compliment. Eh bien, encore des compliments. C'est déjà les 4e en 6 équipes sur cette conférence AFC. Donc, les compliments pour Miami. Du côté de New England, là aussi, ça a pas mal bougé. On en a beaucoup parlé dans la première émission de débrief. On va vous y reporter pour certaines des re-signatures. Cam Newton, James White, Nelson Agholor, Kendrick Bourne, Hunter Henry, Jonnu Smith, Trent Brown qui revient dans un échange, David Andrews qui revient aussi, Ted Karras qui revient aussi, Dietrich Weiss, Davon Godchaux, Lawrence Guy, Montravius Adams, Henry Anderson, Matthew Judon qui était une des grosse prise de la free agency à 56 millions de dollars. Raquan McMillan, Kel Van Noy qui revient, Justin Bethel, Jalen Mills, Cody Davis et Nick Folk, le kicker. Beaucoup moins de départs, mais quand même des gros départs. Julian Edelman et Patrick Chung ont pris leur retraite. Brandon Copeland, Adam Butler, Joe Tunney et Marcus Cannon sont partis. Ryan Izzo a aussi été échangé. Il s'est passé quand même beaucoup de choses du côté de New England. On en a pas mal parlé parce qu'ils avaient été très actifs dès le début de la free agency. Je veux pas dire de bêtises, j'ai plus en tête exactement ceux qui ont bougé depuis, mais
il y en a même pas tant que ça parce qu'ils avaient Non. vraiment bougé très très Ouais, vite. ouais, Hein. ouais. Donc ça reste quand même une intersaison plutôt positive dans le renouvellement, on est d'accord. Oui, pour moi, on part sur des compliments parce que l'effectif me semble vraiment plus fort que l'an dernier, au-delà même des potentiels retours de opt-out Covid qui va y avoir vont s'ajouter en plus, mais je trouve cet effectif plus fort, que ce soit sur les titulaires ou même en termes de remplaçants. Donc à partir de là, la mission me semble globalement remplie du côté de New England, donc c'est pour ça que je vais sur compliments. Il manque, pour aller félicitations, il aurait fallu un ou deux top Ah, alors on a un petit. players. Là, pour moi, les joueurs qui font venir sont des bons joueurs, mais je vois pas encore de top player. Donc c'est pour ça que je vais pas sur félicitations, mais compliments, ça me semble assez logique quand même. Bon, compliments. Pour Raphaël, Greg, est-ce que tu serais sur des compliments également? Tu es plus mitigé. Ouais, j'étais quand même à la frontière avec les félicitations malgré tout. Il y a eu, parce que je trouve qu'en effet, alors au-delà du fait qu'ils ont balancé le flouze, ils ont quand même malgré tout considéré des besoins. Après, on peut en dire ce qu'on veut. Je suis un peu plus mitigé sur le poste de receveur. Je pense qu'il y avait mieux à aller chercher que Bourne et Agholor, mais bon, ça on en avait déjà parlé. On est d'accord. Après, voilà, l'apport des tight ends, voilà, je pense que ça peut être complémentaire et ça peut apporter en tout cas un peu plus de variété, en tout cas beaucoup plus que ce que pouvait apporter Ryan Aizo la saison dernière. Et puis, voilà, sur quasiment tous les autres postes, ça a quand même été bien considéré, le poste de linebacker notamment. Il rajoute encore un peu de monde sur le backfield défensif. La O-line, ils font revenir notamment des joueurs assez importants. David Andrews, on était quasiment sûr qu'ils allaient le perdre, ils le re-signent. C'est en ce sens où moi je me fie à l'avis de Raph et au tien, du coup en l'occurrence pour faire éventuellement une moyenne. Pour moi c'est des compliments plus. J'étais à la frontière, il m'aurait peut-être manqué un peu de glamour, surtout sur le poste de receveur, encore plus avec le départ de Julian Edelman. Alors moi pour que ça aille plus haut que des compliments, il faudrait quand même qu'ils aient fait quelque chose sur le poste de quarterback, ce qu'ils n'ont pas fait du tout. Ça ce sera de la draft, mais je pense. Mais on est d'accord. Ça rentre dans ma réflexion. Parce que, alors moi je suis d'accord, hein, il y a plus de profondeur, il y a plus de choses sur la ligne, sur la défense, sur les tight ends. Après, il y a quand même un énorme point noir, c'est qu'on reste sur, pour l'instant, encore une fois, moi je parle à l'instant T, je vois pas la draft, parce que l'an dernier, en plus, pour le coup, les Patriots sont encore moins prévisibles que les autres. L'an dernier, on leur annonçait déjà qu'ils sélectionneraient un quarterback, ils l'ont pas pris. Donc, je me fie à ce que je vois maintenant. On repart en espérant que Newton s'en sorte. Donc maintenant, c'est un peu méthode Coué parce que Newton, il y a 3 semaines ou un mois ou 2 mois, il était à la poubelle. Plus personne n'en voulait à New England. Maintenant, tout le monde essaie de se convaincre qu'avec une deuxième année, etc., pourquoi pas. Hein. Mais quand je vois ça, moi, si je vois Newton et le groupe de receveurs, du coup, moins Edelman qui a pris sa retraite, à Goller-Bourne, ça me vend pas du rêve non plus. Hein. Je parle vraiment que des receveurs par rapport extérieurs. À l'an dernier, c'était personne en fait. Oui, bien sûr. Mais l'an dernier, tu vois, c'est. Mais ces deux-là, ça reste quand même déjà très peu. Et donc, c'est dans le top 10 du bas des receveurs NFL, des groupes de receveurs NFL encore. Donc, avec en plus Cam Newton, ça fait beaucoup d'interrogations sur le jeu aérien, quoi. Donc, au 21e siècle. Ça peut être pour moi, c'est un profil qui peut ressembler à ce qu'on avait dit, par exemple, sur les Niners. Une équipe qui reste assez complète, avec quand même un besoin criant en poste de quarterback. Oui, et de mémoire, on a mis les compliments pour les Niners. Donc, ça me paraît pas non plus hyper déconnant. Non, mais compliments, ça me va. Un peu plus criant que les Niners, le besoin en poste de quarterback, quand même. Si on veut. Je suis pas un grand d'accord avec toi, mais pourquoi pas. Je suis pas un grand défenseur de Garoppolo, mais les Jets, la dernière équipe de cette division AFCS, les Jets, qui ont re-signé Josh Adams, Tevin Coleman, qui ont signé Keelan Cole, Corey Davis, Tyler Croft, tout ça c'était en attaque. En défense, il y a Dan Finney aussi en attaque sur la ligne. En défense, Vinny Curry, Carl Lawson, Sheldon Rankins, Jarrad Davis, Marcus May, Justin Hardy et Lamarcus Joyner. Ils ont fait partir Sam Darnold, Joe Flacco, Breshad Perryman, Pat Elflein, Josh Andrews, Henry Anderson, Tarell Basham et Jordan Jenkins. Il y a pas mal d'arrivées quand même du côté de New York. Maintenant, la question, elle est presque pas pour nous, mais leur intersaison, elle dépend du quarterback qu'ils vont choisir à la draft, non? Ah, parce que James Morgan, redoublement. Je rigole. Non, alors, très franchement, les Jets, je me suis posé la question. J'avais dit déjà lors du précédent podcast que j'étais quand même assez satisfait. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup qui ont été cherchés. C'est difficile de pas mettre compliment quand même. Ils partent de tellement rien que tu peux pas dire à l'issue de cette vague de free agency, l'équipe s'est pas améliorée. C'est compliqué d'avancer ça. Disons qu'ils ont dégagé une orientation claire. On peut déjà leur concéder ça, Raphaël.
C'est ça, ils ont fait le choix de mettre Darnold de côté et de pas continuer une année de plus et de peut-être pas tomber. Donc déjà, quoi qu'il en soit, est-ce que ça sera le bon choix ou pas, je sais pas, mais moi j'aime le fait qu'ils aient pris cette décision et j'apprécie quand ils considèrent que c'était plus le bon truc et qu'ils continuent pas dans le mur avec. Et au-delà de ça, moi, re-signer Marcus May, le safety, j'adore ce joueur et j'adore donc le move qui va avec. Et les signatures de Corey Davis en receveur et de Carl Lawson en defensive end, pour moi, c'est 2 top signatures. C'est des joueurs que j'avais à titre personnel dans mon top 20, 25 de la free agency. Donc, c'est des jeunes joueurs avec plein de potentiel. Alors, on sait jamais, bien sûr, ils peuvent se planter et c'est comme chaque free agency, mais sur le papier, je trouve que l'effectif s'améliore vraiment, qu'il y a une direction. Donc, pour moi, c'est compliment. Ouais. Greg, est-ce que tu montrais jusqu'au compliment aussi? Oui, tu l'as dit, c'est une très bonne Oui, intersaison. il y a encore, je pense, des postes qui me posent un peu problème. Je vois pas de cornerback numéro 1, je vois pas de running back numéro 1. Je ne pense pas que Tevin Coleman en sera un. Même si encore une fois, il reste encore des personnes sur le marché. Richard Sherman connaît Robert Saleh. Il y a encore quelques running un peu prestigieux disponibles. Mais ouais, très clairement, au moins, voilà, pour une fois que les Jets font pas n'importe quoi sur la free agency à balancer de l'argent sur des joueurs qui servent à rien et avec des besoins criants sur beaucoup plus de postes que ça, pour moi, ça me paraît important de le notifier par le biais de compliments. Si seulement ils avaient eu le premier choix de la draft et qu'ils pouvaient prendre Trevor Lawrence, je te raconte pas cette intersaison magnifique. C'est pas le sujet. Non, mais je suis positif aussi. Ils ont choisi une direction, donc ça vaut les compliments déjà. Il y a tellement de franchises qui choisissent pas de direction que déjà choisir une direction, c'est une belle victoire. Et j'aime bien aussi les signatures que vous avez mentionnées. Donc non, il y a des choses. Même Sheldon Rankins prendre la place sur la ligne défensive, c'est pas inintéressant. Enfin voilà, il y a des. Surtout avec un Conan Williams qui a progressé. En plus, passée, ouais. Non, il y a des choses. Donc les compliments pour moi aussi. L'AFC Est, ce sera donc très simple, messieurs, les compliments pour tout le monde. C'est l'école des fans ici. Petite pause et la suite. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et là, la musique violente et de rigueur, messieurs. Parce que on va s'écharper. Je sens que ça va être un sujet tendu. On va aborder la FC Sud et les Titans pour commencer. Et je sais que la dernière émission avait été houleuse à ce sujet-là. Les Titans qui ont fait venir Josh Reynolds, Anthony Frisker, Geoff Swaim, Kendall Lamb et Ty Sambrailo sur l'attaque. En défense, Denico Autry, Jayon Brown, Bud Dupree, Janoris Jenkins, Kevin Johnson et Matthias Farley. Les départs, Corey Davis, Adam Humphries, Isaiah Wilson, Jonnu Smith, Malcolm Butler, Adoree Jackson, Desmond King. Les Titans se sont-ils renforcés, oui ou non? Je crois que la réponse de mes collègues est non. Bah écoute, tu me tends la perche. Moi, je suis borderline redoublement passable, donc on ira vers vos préférences. Mais pourquoi? C'est une équipe qui était en play-off l'an dernier. Je regarde l'équipe post-intersaison. Sont-ils meilleurs sur la ligne défensive et en pass rush? J'en suis pas encore sûr. En tout cas, ils ont adressé le besoin. Oui, ils ont tenté des trucs. Ils ont pas perdu de mec. Non, mais ils ont pas perdu. Ils ont tenté des trucs. On va voir, mais à mon sens, ils ne sont pas encore meilleurs. Le backfield défensif a complètement été changé. Est-ce qu'ils sont meilleurs avec Janoris Jenkins qu'avec Adoree Jackson? J'attends de voir, clairement. Donc pour moi, si tu veux, c'est une défense où tu as autant de questions, voire plus que l'an dernier. Et alors, l'attaque, ils se sont affaiblis en attaque parce qu'ils perdent Corey Davis, Adam Humphries et Jonnu Smith et aucun 3 cibles et elles ne sont pas remplacées. Il n'y a pas de renfort sur la ligne offensive. Donc, à partir de là, pour moi, je vois pas dans quel secteur de jeu ils ont progressé. Ils n'ont fait que rajouter des incertitudes pour une équipe qui est en play-off. Donc, pour moi, c'est redoublement. Merci, au revoir. Bam. Bam. C'est bien, c'est synthétique. J'aime bien. Non, mais je sais que Greg est pressé, alors j'essaie d'accélérer du coup. Ouais, non, mais c'est gentil. Il a raison. On ne dira pas à quel jour on enregistre et qu'il y a un coup d'envoi dans quelques minutes. Très bien. Bah écoute, faut que je me dépêche du coup. Non, Raph a tout dit. Alors je sais pas, j'étais à la frontière entre passable et redoublement, mais oui. Moi, je suis désolé, ça me rappelle un peu l'intersaison des Raiders.
Il y a autant d'incertitudes pour moi sur des postes où pourtant, tu vois, ils avaient des points positifs en attaque, notamment à la réception. Et ouais, en effet, tu te sépares de Corey Davis et Jonnu Smith. Et en attendant la draft, t'as pas grand chose à côté pour compenser. Donc, Ils avaient pas l'excuse de l'argent pour ça, pas signer il Davis me ou des semble choses comme pas. ça. Hein. Enfin, en Non, tout cas, de c'était mémoire, moins non, criant que pour d'autres équipes. Ça allait, ouais. Là, il leur reste que 6 millions de marge au moment où je regarde. Non, mais après, je te dis pas qu'ils avaient. Mais bon, ils pouvaient, je pense, aller chercher un petit peu mieux que ce qu'ils ont récupéré en l'occurrence. Alors, je vais défendre l'indéfendable. Pas les moves en attaque parce qu'ils sont pas défendables, mais en défense. Ah, Denico Autry. Je maintiens que j'aime bien Denico Autry. Non, mais on me dit ils sont pas meilleurs en défense, mais ils ont pas perdu de mec. On est d'accord. Donc il y a des équipes où ils tentent des trucs et on dit c'est bien, ils ont tenté des trucs. Donc ils rajoutent Denico Autry sur la ligne, ils rajoutent Bud Dupree qui a un pari, ils gardent Jayon Brown qui a été efficace. Bon moi je trouve ça pas mal. Après, je vais pas vous mentir que en effet, j'ai bien peur qu'ils soient affaiblis sur la couverture aérienne et que donc dans l'ensemble, ça finisse de déséquilibrer tout ça. Mais je me dis qu'il y a une logique probablement interne quelque part que Jeffrey Simmons est devenu une bête féroce pendant l'intersaison, si tu veux, qui va être intenable et qu'ils ont plus besoin de grand monde autour. Donc tu cherches une logique un peu surnaturelle. Je cherche à me défendre, si tu veux. Je suis coincé dans un coin. Je dois mettre des coups de patte d'une manière ou d'une autre pour me sortir de là. Donc la défense, Jeffrey Simmons va devenir une bête. C'est tout ce que j'ai. Ah, mais moi c'est un super genre, Jeffrey Simmons. C'est pas celui qui m'inquiète en l'état. J'aime bien aussi. Tu sais, qui me fait pas trop regretter Jadevon Clooney par exemple, qui est sur le point de partir visiblement. Donc non. Après, oui, on est d'accord qu'il y a eu des points où ça se tasse, mais rien ne me dit qu'ils peuvent. Enfin, je pense qu'ils peuvent trouver, tu vois, un Adam Humphries, c'est pas irremplaçable. Il avait pas non plus été exceptionnel en arrivant. Ah non, quand il a joué surtout. Voilà. Donc. Non, c'est pas irremplaçable, mais il faut le faire et ça n'a pas été fait en fait. C'est ça le problème pour moi, c'est que la défense, j'entends ce que tu dis, il y a des paris, ils perdent pas grand monde, ils tentent d'autres, ok à la limite. Mais objectivement, ils se renforcent sur aucun des deux côtés du ballon et c'est quand même problématique pour une équipe qui est en play-off. Il y a un point important, alors il n'a pas encore signé ailleurs, mais tu le disais avec la free agency, avec la marge en tout cas salariale qui est un peu limitée, faut voir. Ils n'ont pas signé un Dequan Jones par exemple en nose tackle. Ça court pas les rues, les super bons, en tout cas les solides nose tackle en NFL. Donc si en plus ils le perdent sur l'intérieur de la D-line, sur un front seven qui était déjà pas extraordinaire l'année passée, ça se rajoute aussi, je pense, à l'ardoise. Bon, Jeffrey Simmons fera ça aussi. Ouais, d'accord. Okay. Moi, je crois qu'on a 2 redoublements quand même. Redoublement, on est d'accord. Allez, on va partir sur un redoublement. Les Colts, messieurs, ont fait venir Carson Wentz, Marlon Mack, T.Y. Hilton, Julian Davenport, Sam Tevi, Chris Reed, tout ça en attaque. Et en défense seulement, Alaquin Muhammad, Xavier Rhodes et Sean Davis. Ça a été assez maigre. Et les départs, Philip Rivers a pris sa retraite, Jacoby Brissett est parti aux Dolphins. Anthony Castonzo a pris sa retraite, Denico Autry justement est parti aux Titans, Anthony Walker Jr. aux Browns et Tavon Wilson aux 49ers. Bon, c'est vraiment Carson Wentz l'actu de l'intersaison parce que pour le coup, il y a la signature de T.Y. Hilton, mais c'est pas forcément évident pour l'arrivée de Carson Wentz de perdre Anthony Castonzo notamment. J'ai l'impression que Chris Ballard, il est un peu allergique au big move, non? Parce qu'ils ont un peu d'argent quand même, Indianapolis. Ils sont pas obligés de dilapider, surtout qu'ils vont avoir des joueurs importants en fin de contrat. Il me semble que c'est le cas notamment d'un Darius Leonard. Alors, je préfère pas dire de bêtises. Indianapolis, il leur reste 26 millions de dollars et ils sont 5e sur l'espace disponible. Alors, je serais curieux de savoir si ça va pas être des candidats justement pour Orlando Brown, par exemple, le tackle de Baltimore, surtout qu'ils ont un besoin sur le poste de tackle gauche, ça peut être une possibilité. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même très difficile d'analyser à l'instant T leur free agency ou en tout cas leur intersaison, sachant qu'en effet, hormis le move pour Carson Wentz, même si l'effectif était globalement complet, ils ont re-signé certains joueurs, notamment Xavier Rhodes, bon, qui a pas démérité, qui semblait un peu moins aux fraises que ce qu'on en avait vu un an avant avec Minnesota. Et puis en effet, oui, ils gardent quand même une ossature assez intéressante. J'hésite entre passable et compliment parce que ça vend pas énormément de rêves. Je veux bien aller jusqu'à compliment parce que si on prend la logique de Tennessee, il y a malgré tout une organisation qui est cohérente depuis le début et je veux bien suivre la logique de Ballard et de Reich. Mais ça reste quand même assez léger, je trouve, pour vraiment permettre à cette équipe
pas forcément de gagner la division parce qu'ils ont les moyens de le faire, mais de se mêler à la lutte avec les Chiefs et les Bills notamment, ça me paraît un peu plus compliqué juste avec Carson Wentz. Ouais, moi je suis mitigé aussi. Il y a vraiment que Vance qui me. Raphaël, est-ce que ça te sauve Est-ce que ça, à quel niveau ça met quoi, Vance Je sais pas, ça va être dur à dire et clairement c'est leur intersaison à eux sera jugée dans quelques temps et pour lui donner une vraie note définitive rien que sur le Cavens. Moi j'irais sur passable. En vrai, au début je voulais même aller sur redoublement parce que je trouve je trouve qu'avec l'argent disponible qu'ils avaient, ils ont pas tenté vraiment de coups et je trouve ça assez dommage. Mais je veux bien rester sur passable, voire pourquoi pas même plus, parce que j'entends aussi le côté, c'est la façon de faire de Chris Ballard. Et depuis qu'il est arrivé à Indianapolis, il a prouvé quand même qu'il a construit cet effectif via la draft principalement, avec un ou deux coups par-ci par-là en free agency bien senti. Et donc c'est son modèle. Il s'y tient, il y a une ligne directrice. Et donc effectivement, comme Greg le disait, par rapport en termes de cohérence avec le reste de ce qu'on a dit jusque-là, cette ligne directrice maintenue fait que ça peut être jugé positif, mais je trouve ça un peu timide par rapport à ce qui était possible de faire. Donc passable me semble être le bon compromis, quoi. Moi, en y réfléchissant, je vais sur passable aussi. Excuse-moi. Ouais, moi j'irais sur passable aussi. En fait, Vance leur sauve le truc au sens où c'est une franchise qui a quand même le cul bordé de nouilles, au sens où ils sont quand même jamais coincés dans une sorte de zone du milieu au niveau des quarterbacks. Au sens où ils arrivent toujours à retomber sur leurs pieds. C'est-à-dire qu'il y a eu Manning, après il y a eu le cul d'avoir Andrew Luck alors que tu avais Manning. Après, vu ce qu'on entendait sur Wentz l'année passée, c'est un gros pari malgré tout. Hein. Ça reste un pari, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que mine de rien, alors, avec la retraite de Rivers, ils auraient pu se retrouver bloqués avec un Jacoby Brissett ou au milieu de nulle part, puisqu'ils n'étaient pas en haut de draft ou des choses comme ça. Et au final, ils se retrouvent quand même à avoir un pari qui est pas immonde, parce que c'est quand même un mec qui a eu un bon niveau pendant quelques mois et qui est un ancien haut choix de draft. Enfin voilà, c'est pas le pire des paris, quoi. Ils parient pas sur encore une fois sur Brissett ou quoi. Donc pour moi, ça sauve leur intersaison de réussir encore une fois à se sauver au poste de quarterback. Donc le passable pour tout le monde. On passe au Houston Texans. Alors là, messieurs, je vais vous demander une minute. Je sais pas si on l'entend devant mon micro. Je prends un peu d'eau. Voilà. Je m'humidifie un peu c'est important, le système, parce que là, il va falloir que je lise la liste. Oh non, Raphaël avait gagné du temps tout à l'heure. Il va falloir que je lise la liste des joueurs qui sont arrivés à Houston. Alors voilà, si je meurs d'étouffement, tout ça, heureusement, j'ai pas eu le Covid, mes poumons sont pas touchés. Ça aurait été après, ça, l'émission, c'était pas faisable. Donc, les Houston Texans ont signé, attention, accrochez-vous, Ryan Finley, Tyrod Taylor, Mark Ingram, Philip Lindsay, Chris Conley, André Roberts, Alex Erickson, Dante Moncrief, Pharaoh Brown, Ryan Izzo, Marcus Cannon, Roderick Johnson, Justin McCray, Justin Britt. Ça, c'était l'attaque. On passe à la défense. Shaq Lawson, Derek Rivers, Malik Collins, Jalil Johnson, Camus Kruger-Hill, Jordan Jenkins, Christian Kirksey, Terrence Mitchell, Vernon Hargreaves, Desmond King, Tavier Thomas, Terrence Brooks, Cam Johnston et le John Wicks, histoire de faire la blague pour les équipes spéciales. Ils ont perdu moins de monde, heureusement pour moi. Will Fuller, Zach Fulton, Nick Martin, Carlos Watkins, J.J. Watt, Tyler Adams, Bernardrick McKinney et Brian Enger. Énormément de monde à Houston. Est-ce que la quantité fait la qualité Est-ce que quand on signe 400 mecs, ça veut dire qu'on a fait une bonne intersaison? C'est le dilemme de Jack Easterby, puisque c'est Jack Easterby qui dirige cette franchise. J'ai décidé maintenant. Oui, c'est plus Nick Caserio. Voilà. Alors, je ne dirais pas que la quantité fait la qualité. En tout cas, au-delà du nombre impressionnant de joueurs, on est d'accord là-dessus. Il y a des pioches que je trouve pas forcément inintéressantes dans ce qui a été fait par Houston. On part sur une réorganisation défensive. On a vu qu'il y avait un Shaq Lawson qui s'était quand même un peu relancé du côté de Miami l'année passée. Après, faut voir si ça va réussir à prendre du côté du Houston. Très clairement, en tout cas, du côté des Texans, il y a beaucoup d'équipes sur lesquelles on s'interroge parce que on peut pas trop s'avancer sur la draft et tout. Les Texans, on sait que de toute façon, vu que leur draft apparaîtra a priori limité, la majeure partie de leur intersaison, c'est la free agency. Donc là, on a quand même un large échantillon, peut-être 90% de ce qui composera l'effectif en septembre prochain. Et encore une fois, il y a des choix que je trouve assez intéressants. Jordan Jenkins, par exemple, n'a pas démérité chez les Jets, à mon sens.
Un Malik Collins, bon, ça apportera pas forcément beaucoup sur le pass rush, mais en tout cas, ça a toujours été un run stopper assez émérite. Ils avaient des problèmes sur le backfield défensif. Ils font venir Terrence Mitchell, qui a été assez intéressant à Cleveland et qui peut être un très bon nickelback. Et Desmond King, encore une fois, ça restait quand même une pioche intéressante de Tennessee il y a quelques mois. Donc, à Houston, pour moi, en numéro 2 derrière Bradley Roby, c'est pas une mauvaise chose. Après, voilà, running back, il y avait des besoins. Philippe Lindsay, s'il peut rester en forme. Mark Ingram, d'un point de vue expérience, c'est une bonne chose aussi, surtout qu'il connaît David Culley. Donc non, franchement, je le dis, je suis pas tombé de ma chaise, mais je le dis, je peux m'avancer sur un bon compliment pour Houston, au-delà de la simple question de la quantité. Écoute, on rigole, mais en effet, ça étoffe un effectif qui n'était pas épais. Donc c'était peut-être l'objectif et peut-être que c'est fait au final, Raphaël. Pardon. Oui, non, mais c'est effectivement c'est une free agency pas sur le papier, ça paraît être. J'ai envie de dire que de très loin, ça pourrait paraître un peu catastrophique dans le sens où tu fais venir plein de joueurs moyens un peu dans tous les sens, t'as l'impression qu'il n'y a pas de direction et ça, ce côté-là peut effrayer et faire craindre le pire. Mais après, quand tu regardes un peu plus en détail, il y a quand même, Greg l'a dit, il y a quelques coups intéressants. C'est des contrats souvent assez courts, peu de garanties. Qui permet à Houston de rapidement faire le ménage pour pour les joueurs avec lesquels ça va pas matcher ou pas. Ça rend plus profond l'effectif. Alors après, je suis pas certain que la somme de toutes ces individualités va rendre un collectif vraiment plus va correspondre à la somme du collectif, on va dire, et va le rendre particulièrement meilleur. Je pense que l'équipe va pas gagner beaucoup plus de victoires avec tous ces joueurs. Mais dans une intersaison un peu étrange où en plus avec le cas Watson ils savent pas trop quoi faire et que devenir, ça aurait pu être pire, donc j'ai presque envie de dire ouais, passable plus. Oui, j'allais dire, étrange ironie, Houston est une des rares équipes à avoir signé plus de joueurs que Deshaun Watson n'aurait agressé sexuellement de personne. Donc, c'est pas tout le monde qui a pu. Peut-être qu'ils occupaient le terrain. Après, prenons un cas de l'extrême, parce qu'il faut bien le dire quand même, Deshaun Watson est en train de s'enfoncer dans une situation très compliquée. Est-ce que ça peut être aussi une préparation de terrain à un éventuel suspension je ne sais pas ce qui pourrait arriver à Deshaun Watson à l'heure actuelle, mais changement de quarterback, s'il devait même être transféré, prenons le scénario le plus optimiste, c'est un ange, il n'a rien fait et il y a un transfert au bout. Là, tu as étoffé l'effectif et puis tu draftes un quarterback et tu essaies de repartir sur des nouvelles bases. Tu draftes un quarterback, je sais pas si ça va être la priorité en l'occurrence. Je pense qu'ils sont partis sur Tyrod Taylor en solution B. Hein. D'accord. Ouais. Ah oui, clairement, ouais. Et en soi, là aussi, on peut juger le talent du bonhomme. Hein. Je pense qu'il a des années-lumière en termes de talent de Deshaun Watson. Après, il a déjà démontré qu'il pouvait être titulaire en NFL avec toutes les limites qu'il a. Et malgré tout, ça a été également considéré par Houston dans l'énorme quantité de choix qui a été fait. Donc, malgré tout, il y a quand même une petite anticipation à ce niveau-là. Je suis d'accord pour Greg. Au pire du cas de ce qui pourrait se passer avec Deshaun Watson, ça fait Tyrod Taylor 1 an, t'as un top 3 pick l'an prochain et puis tu changes l'an prochain, quoi. Voilà. Très bien. Bon, on est d'accord. Alors, ils ont plutôt bien renforcé quand même et étoffé l'effectif. Les compliments pour tout le monde. Les compliments donc pour cette équipe de Houston. Les Jacksonville Jaguars ont signé CJ Beathard, Carlos Hyde, Jamal Agnew, Philippe Dorsett, Marvin Jones, Cam Robinson a reçu le franchise tag, Tyler Shatley en attaque aussi a été signé. En défense, Adam Gutsis, Dawan Smoot, Jay Edward, Malcolm Brown, Roy Robertson Harris, Daniel Ross, Damian Wilson, Sidney Jones, Shaquille Griffin, Rudy Ford, Rayshon Jenkins et Josh Jones. Du côté des départs, Mike Glennon, Keenan Cole, Chris Conley et Josh Oliver a été envoyé à Baltimore. Là aussi, on a pas mal étoffé. Mais est-ce que c'est une des déceptions quand même de l'intersaison, parce qu'ils avaient un énorme paquet de pognon, ils avaient un premier tour de draft, un premier choix de la draft, dont tout le monde sait que ça va être Trevor Lawrence. Ça aurait pu attirer un petit peu des free agents, un petit peu de renom, qui n'auraient pas craché non plus sur un état de Floride où il n'y a pas de taxe au niveau de l'État. Hein, non mais c'est vrai, ça peut jouer chez certains. Et pourtant, on a quand même du mal à trouver une signature un peu excitante dans ce printemps des Jaguars. Oui, c'est un euphémisme, Raphaël. Je vois tes yeux. Oui, c'est un euphémisme, effectivement. Il y a quelques coups intéressants. Je pense à Shaquille Griffin, qui reste un cornerback assez jeune, qui peut être intéressant pour renforcer ce backfield.
Après, oui, il n'y a pas la signature un peu star, que ce soit poste de receveur, ligne offensive, pass rush. Bon, après, j'avoue que je ne sais pas tellement comment le juger parce que c'est une toute nouvelle direction, même presque nouvelle en NFL, on va dire, d'une certaine manière. Donc, quelle philosophie, quel état d'esprit pour aborder cette free agency? Ils font venir des joueurs intéressants. Ils se sont pas emballés sur 2-3 joueurs stars, mais qui pourraient être décevantes parce qu'elles ont fait une one year wonder, on va dire. Bon, moi je suis sur du passable plus. Enfin, bon. Ouais, moi je pense que ça ressemble quand même à la première année du head coach qui, en attendant de développer son quarterback sur la première année, voit un petit peu l'ossature qu'il arrive à mettre en place pour la saison prochaine. Et je serais pas étonné que l'année prochaine, en effet, ça se soit un peu plus animé. Je suis plus sévère pour des coachs / organisations qui jouent leur tête et qui en effet restent sur la réserve que là, en effet, Jacksonville, où bon, de toute façon, on sait que le chantier au-delà du quarterback reste assez vaste. En défense, ils avaient principalement, à mon sens, besoin de considérer la ligne défensive et le backfield. C'est quand même ce qu'ils ont fait. Après, oui, bon, les autres signatures, oui, je te rejoins, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour. Marvin Jones reste un receveur assez correct en NFL pour apporter un petit peu d'expérience à ce groupe qui a développé quand même quelques talents l'année passée. Je pense à Lavis Cachino et dans une moindre mesure Colin Johnson. Donc non, il y a c'est compliqué. J'irais quand même sur compliment parce qu'il y a eu des investissements. Après, je te rejoins. C'est sûr qu'il y a de quoi très clairement rester sur sa fin avec cette intersaison des Jacks. Ah ouais, moi je serais presque allé jusqu'à redoublement si je m'étais. Enfin, ah ouais, non, mais pour moi, ils ont laissé passer une occasion de faire un ou deux trucs quand même un peu plus glam, sachant que, enfin, tu vois, ils savent qu'ils auront quoi comme premier choix. Ils ont le pognon, l'argent il est là, donc. Ouais, mais ils l'auront l'an prochain aussi. Au final, Bah ouais. enfin, est-ce Oui, que oui, mais dans une free agency qui n'était pas non plus remplie de talent, non, mais tu vois, ils quand savent tu déjà auras, qu'ils bon, peuvent je sais construire pas. autour d'un rookie. Il y a toujours l'histoire du contrat rookie du quarterback. Ça t'empêche pas de commencer dès maintenant, quoi. Donc surtout s'il y a Après, l'argent. encore une fois, tout dépend où tu reconstruis. Concrètement, à partir du moment où tu sais que tu as ton quarterback, alors la ligne offensive, on va y revenir, mais Cam Robinson, en effet, ça a pu faire sourciller 2-3, mais on l'avait dit en termes de tackle gauche, Oui, au hormis final. Trent Williams, par exemple, qui a été surblindé par les Niners, je sais pas s'il y avait énormément de Non. possibilités. Et après, sur d'autres positions, bon, ça, encore une fois, ça a été considéré sans forcément que ce soit hyper glamour, mais ouais, non, c'est Alors, pour ça que redoublement, ça me paraît un peu sévère, mais c'est pas ton propos. Je pense que tu es plus surpassable en l'occurrence. parce que voilà, est-ce qu'on s'accorde sur passable du coup? Moi, ça me Non, va bah, très bien. si, ouais, allons-y. Question en 2 secondes à l'expert draft. Du coup, Greg, tu ne crois pas à l'écran de fumée CJ Beathard. La signature, c'est pas pour. Euh, je te rappelle que dans un précédent podcast, tu m'as dit il ne faut jamais, je sais plus quel était le terme, mais voilà, sous-estimer la médiocrité de certains GM. Attention, Non, mais hein, Dave savoir Caldwell si- a quelques casseroles depuis son arrivée à Jacksonville. On n'est pas à l'abri, hein, mais si- j'ai des doutes. S'ils avaient une hésitation, peut-être de dernière minute. Non, allez, Ouais, je on pense part pas sur trop. Beathard. Je pense pas trop. Donc, ce sera probablement Trevor Lawrence, en effet. Donc, l'AFC Sud, redoublement pour les Titans, passable pour les Colts et Jaguars, compliment pour les Texans. On termine avec l'AFC Nord, notre tour d'horizon de la NFL. Les Steelers étaient champions de l'AFC Nord l'an dernier. On commence par eux. Quel emballage arrive le coureur Ray McLeod, Juju Smith-Schuster qui reste finalement, Zach Banner, Rashad Coward, BJ Finney et Joe Haeg sur la ligne, je vais y arriver. Ligne défensive, Tyson Alualu, Chris Wormley, et puis derrière Cameron Sutton et Miles Kilbrew, ça c'est pour les signatures, et puis les départs, James Conner, Vance McDonald, Matt Failer, Maurkice Pouncey, Bud Dupree, Mike Hilton et Sean Davis. Est-ce qu'ils ne font pas partie des grands perdants évidemment de l'intersaison vu qu'ils ont perdu Bud Dupree, l'incroyable Bud Dupree que j'aime beaucoup et qui est parti aux Titans. Plus sérieusement, ça semble s'équilibrer pour Pittsburgh, même si, encore une fois, Maurkice Pouncey, c'est pas rien dans l'histoire de cette franchise. Non, après ici, BJ Finney qui avait montré des bonnes choses en 2019 de mémoire, à mettre en concurrence avec Hasselauer, donc ça va être moins impressionnant, mais je pense que ça va plus être dans une bataille de rotation au niveau de cette O-line. Très clairement, je les avais mis dans mes perdants lors d'un précédent podcast. Je suis un peu plus mesuré là en l'occurrence. Surtout qu'il y a des besoins, par exemple, sur le poste de left tackle, mais sauf erreur de ma part, Villanueva a signé nulle part.
Donc, en l'occurrence, s'il faut revenir, par exemple, Villanueva, je suis pas sûr que ce soit dans les plans de la franchise, mais s'ils le font revenir, l'effectif aura quand même relativement peu changé, notamment en attaque, hormis la perte notable de James Conner, mais bon, qui traînait quand même quelques petits pépins ces derniers mois. Oui, traînait. Voilà, c'est plus au niveau de la défense que ça m'embête parce qu'ils ont quand même, tu le disais, perdu Bud Dupree. Il y a ce fameux départ de Steven Nelson également qui est pas occulté malgré tout parce que c'était un très bon cornerback numéro 2 qui peut même peut-être, je pense, prétendre à plus dans une autre équipe. Donc c'est plus dans ce sens-là où malgré tout la défense s'est un peu affaiblie, là où l'attaque a pas été non plus galvanisée par des signatures. Bon, on sait que voilà, niveau salarial c'était plus compliqué pour eux. J'y vais sur un passable. Malgré tout, j'irai pas jusqu'à redoublement alors que j'étais quand même très sceptique la dernière fois, mais je reste quand même sur un bon passable pour les Steelers. Raphaël, passable aussi ou pas? Oui, passable aussi. C'est à peu près la même ligne conductrice que Grégory. J'étais un peu plus inquiet il y a quelques semaines. Ils ont bénéficié du marché qui ne s'est pas emballé sur les receveurs pour pouvoir garder Smith-Schuster une année de plus, pas cher. Sur la défense, bien sûr, ils ont des pertes, mais Pittsburgh a quand même le savoir-faire de bien drafter, de bien faire progresser les joueurs en interne. Donc je me dis qu'ils savent à peu près ce qu'ils font et que les pertes ils vont les assumer. Effectivement, c'est peut-être la ligne offensive qui peut être un peu plus dérangeante. Villanueva sur la rotation. Surtout avec Roethlisberger, c'est toujours pareil. Roethlisberger. Donc l'équipe s'est pas améliorée, donc tu peux pas aller au-delà de passable. Maintenant, je trouve que par rapport au nombre de free agents qui étaient dans l'équipe, par rapport au scénario de fin de saison, ça aurait pu être bien pire et qu'il limite la case, donc je resterai sur passable. Allez, passable également pour toutes les mêmes raisons. Les Ravens, désormais, qui ont signé Sammy Watkins, le receveur qui a accepté de jouer avec Lamar Jackson, parce que visiblement, il y en a quelques-uns qui ont dit non. Josh Oliver, le tight end. Kevin Zeitler arrive sur la ligne offensive. Tyus Bowser, Pernell McPhee, Justin Ellis, Derek Wolfe, tout ça, c'est sur la ligne défensive. LJ Fort, linebacker. Anthony Levine pour la couverture aérienne. Du côté des départs à Baltimore, on a perdu Mark Ingram, Willie Snead, Matt Skura, Yannick Ngakoue, J. Edward et Matthew Judon. J'ai l'impression que c'est un peu pas la même config, mais un peu la même ambiance que Pittsburgh, quoi. C'est-à-dire que y a quelques arrivées, quelques départs, on va piocher un mec en fin de premier tour pour renforcer la défense, comme on fait à chaque fois, et puis on va s'en sortir, quoi. Ouais, pour moi, c'est un peu moins délicat que les Steelers au premier abord, même si forcément la perte de Judon est importante. Mais bon, ils arrivent quand même à garder les autres pass rushers qui étaient sur le marché, dont Tyus Bowser, dont je pense qu'ils ont quand même pas mal d'espoir. Il y a quand même de l'expérience en défense pour continuer d'encadrer les jeunes rookies de la saison passée. Et en attaque, en effet, ils ont tenté quelques paris avec Watkins, avec Zeitler, dans des secteurs, en effet, où les Ravens avaient des besoins. Donc voilà, pour moi c'est pas ça plus. J'ai du mal à aller jusqu'au compliment quand même parce qu'en effet il y a un manque malgré tout, je trouve il manque un petit quelque chose. Il manque ce petit plus que ne comble pas à mon sens les deux recrues que j'ai évoquées, mais très clairement ça reste du travail très sérieux comme c'est fait chaque année par Baltimore. Zeitler et Watkins, Raphaël, ça te ferait passer en compliment, toi? Zeitler, à la limite, ça me ferait presque hésiter effectivement sur le compliment parce que je trouve que le poste de garde était vraiment un des points à travailler. Le centre de la ligne offensive de Baltimore est un des points à travailler cette intersaison. Et ils ont réussi à le faire en faisant venir un vrai vétéran de la ligue, un joueur qui a toujours eu un niveau, un plancher, on va dire, assez correct dans cette ligue. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que peut-être ce qui manque, c'est ce craquage, on va dire, sur un receveur, mais le marché était compliqué des receveurs cette année. Ils ont tenté Smith-Schuster, justement, parce qu'on parlait des Steelers. C'est ça. Et en vrai, on n'en a pas beaucoup plus parlé que ça, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qu'on préférait re-signer pour un an dans leurs équipes, en se disant que l'an prochain, avec la rehausse de la masse salariale, ils pourraient se faire des bien plus jolis contrats que ce qu'ils ne pouvaient faire cette année. Donc, beaucoup de joueurs ont joué la sécurité en re-signant à la maison. Donc, finalement, est-ce que les opportunités étaient si nombreuses que ça? C'est une autre question. Je vais aller sur passable aussi, mais c'est un passable plus, franchement. Pour une fois, je suis plus positif que vous. Moi, je serais allé au compliment. Parce qu'au final, la ligne, un receveur, ils avaient besoin de ça, ils prennent ça et derrière, ils font leur solidité habituelle. Moi, on n'en est pas loin, hein, mais bon. Mais ouais. je me range au passable. J'aime bien en tout cas cette idée qu'ils agitent des liasses de billets devant des receveurs avec le mec qui disent je sais pas.
Les Browns, messieurs, Rashard Higgins, Joe Johnson pour les receveurs, Greg Senat sur la ligne offensive, Takaris McKinley, Malik Jackson, Malcolm Smith, Anthony Walker, Troy Hill, John Johnson et Cody Parkey. Donc tous, sauf le dernier évidemment en défense. Cody Parkey, c'est le kicker. Du côté des départs, Larry Ogunjobi, Kevin Johnson, Terrence Mitchell et Karl Joseph. Est-ce que ça confirme un peu? On est sur une équipe là qui a besoin de faire une intersaison solide pour confirmer parce qu'ils ont atteint les playoffs. C'est bien, c'est le renouveau. Est-ce que ça se confirme? Ça solidifie? Moyennement pour Greg, moyennement pour Raphaël Orgard. C'est une intersaison où tu peux pas vraiment encore t'exciter du côté de Cleveland. Hein. Il y a eu les bons ajouts dans le backfield défensif dont on parlait notamment par rapport aux Rams. Ils prennent Troy Hill qui vient remplacer numériquement Terrence Mitchell notamment en tant que nickelback. Josh Johnson, pour moi, c'est le bon ajout sur le poste de safety pour avoir 3 safety d'envergure en espérant le retour notamment de Grant Delpit, l'ancien rookie d'LSU. Le reste, voilà, c'était assez solide et ils les ont conservés. Ils remplacent Ogunjobi sur la ligne la ligne défensive, c'est le petit bémol pour moi. Ils remplacent Ogunjobi par Jackson, ça apporte de l'expérience, mais peut-être moins d'explosivité. Et pour l'instant, en attendant, à l'instant où on se parle, il y a la possibilité Clowney. J'allais te dire, si on se projette et qu'ils ont Clowney. Alors, s'ils ont Clowney, pour moi, c'est mieux. Surtout que j'ai toujours dit, je pense que Clowney dans un front de force, c'est plus intéressant qu'en outside linebacker. Donc, pour moi, ça améliorera la note. À l'heure actuelle, pour moi, c'est passable en attendant éventuellement Clowney pour passer en complément. Okay. Alors, je vais juste vous expliquer, j'ai un petit dilemme et je vous avais pas prévu avant l'émission. Comme j'ai dû demander les visuels à nos graphistes avant qu'on enregistre et que j'étais pas super inspiré sur la FC, autant j'ai titré sur les Buccaneers pour la NFC, autant je lui ai fait faire un visuel et je remercie Ben, la confirmation Cleveland, point d'interrogation. Ah, c'est un peu la question centrale de l'émission, si vous voulez, pour le graphiste et pour le visuel. Est-ce qu'ils ont confirmé, Raphaël? Écoute, moi je suis parti sur félicitations. Allez, j'ai bien bon feeling sur le titre. Pour moi, je m'enflamme du coup et pas de problème, on repassera le passage à la fin de la saison prochaine sur mon enflammade. Mais pour moi, c'est une très très bonne intersaison de leur côté. À mon sens, le plus gros trou dans cet effectif, c'était le backfield défensif et ils font venir un très bon joueur, le safety John Johnson, j'arrête pas de le dire, pour moi c'était à titre personnel, il était même dans mon top 5 free agent, je pense que c'est un super joueur qui a un QI football énorme et qui va faire un bien mais fou furieux à cette défense, donc moi je suis absolument convaincu par ce move et je pense que Troy Hill est un bon cornerback et qui va plus que bien remplacer Terrence Mitchell, donc pour moi ils progressent énormément sur leurs plus gros points faibles. Il reste la draft, il y a potentiellement Jeff Devon Clowney. Alors, on va pas parler de Jeff Devon Clowney parce que c'est qu'une supposition. Mais il reste la draft pour continuer à renforcer. À mon sens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en priorité pour se renforcer. Ils l'ont très bien fait. Donc, moi, j'étais prêt à aller jusqu'à félicitations. Donc, moi, je coupe la poire en deux à compliment et ça me fait le truc pour mon titre. Donc, vous m'avez aidé. Ah, ça va alors. Oui, non, compliment, ça, oui. Non, Jean-Raph, ça me paraît. J'étais un peu plus sévère par rapport à la D-line, mais oui, compliment. C'est vrai que ces renforts sur le backfield sont. Et puis, ces renforts sur le backfield, ils sont faits sans casser la banque. Hein. Regardez les contrats, c'est pas des contrats énormes qu'ils ont donnés. Pareil, ils ont des portes de sortie au bout de 2 ans de mémoire. Enfin, vraiment, moi, je trouve que ça a été plutôt bien géré. Donc, Bon, et puis il y a l'apport de Malcolm Smith, un ancien MVP du Super Bowl. Hein, donc. Non, par contre, au poste de linebacker, Anthony Walker est un vrai joueur solide de rotation sur ce truc-là, donc plus que Malcolm Smith. Je sais vers quoi tu voulais nous amener, mais non. Malik Jackson peut dépanner aussi. Hein, il peut filer quelques coups de main, même s'il est plus dans ses meilleures années. Non, moi je serais sur compliment. C'est de la bonne confirmation. En tout cas, c'est solide. Ils ont bien mené, ça n'a pas été trop. Il n'y a pas eu la volonté d'en faire trop non plus, ce qui peut aussi être à louer parce que parfois ça a pu être le problème. Donc compliment, et ça pourrait être des très beaux compliments en effet s'il y a la signature de Jadeveon Clowney qui apporterait un. Autant je suis pas fan de Clowney vu comme un atout numéro 1, autant quand tu le colles à côté de Myles Garrett et de ce qu'ils ont, ça peut commencer à être plutôt sympa. Donc compliment pour les Browns. On va terminer nos débriefs avec les Bengals. Il y a pas mal de mouvements du côté des Bengals. Brandon Allen, Samaje Perine, Thaddeus Moss, Riley Reiff, Quinton Spain, ça c'est en attaque.
En défense, Trey Hendrickson, Larry Ogunjobi, McDaniel, Eli Apple, Chidobe Awuzie, Tony Brown, Mike Hilton, Ricardo Allen, Brandon Wilson et le punter Kevin Huber. Du côté des départs, ça a pas mal bougé aussi. Ryan Finlay, Giovanni Bernard, AJ Green, John Ross, Bobby Hart, BJ Finney, Carl Lawson, Mackenzie Alexander, William Jackson III et Andy Bullock, le kicker. Ça bouge beaucoup. Il y a des pertes notables. Alors, je vois la défense notamment. Tu perds un pass rusher avec Carl Lawson, un cornerback avec William Jackson, mais tu gagnes un pass rusher avec, j'ai vu Trey Hendrickson, et tu gagnes un cornerback avec Chidobe Awuzie. Enfin, est-ce que tout ça s'équilibre ou est-ce que ça penche d'un côté ou de l'autre pour vous? Je vois Raphaël, il a son stylo sur la bouche, il analyse. Il prend des notes. Il y a tellement de choses là que... Non, écoute, pour moi, c'est redoublement. Je mets les pieds dans le plat parce que j'aime pas la direction qui est prise dans le sens où la ligne offensive est considérée, mais par des joueurs très moyens à mon sens. Il n'y a pas de talent numéro 1 alors qu'ils avaient l'argent pour faire venir des talents un peu supérieurs à mon avis sur cette ligne offensive. Et surtout, moi, mon plus gros problème, c'est qu'en défense, ils avaient un Carl Lawson donc sur la ligne défensive et un William Jackson dans le backfield défensif qu'ils ont laissé partir alors qu'ils sortaient de leur contrat rookie, qui étaient 2 très bons joueurs à fort potentiel et qui les remplacent par des joueurs moins forts et moins bons depuis le début de leur carrière. Donc, et pour un prix similaire, ils payent Trey Hendrickson plus cher que ce que Carl Lawson a pris du côté de New York. Et ça, j'avoue que ça me laisse assez pantois. Donc, pour moi, c'est redoublement. Ah oui, mais je comprends tes arguments, hein, mais après, alors moi, il y a un truc par contre, autant pour les Jaguars, je comprenais pas qu'ils aient pas réussi à signer des mecs parce que je disais qu'il y avait l'attrait du premier choix de la Floride et tout ça. Autant on peut excuser aux Bengals de ne pas réussir à signer des gens quand ils sont à Cincinnati. Oh. Tu vois, là, je peux mais comprendre. ils ont un numéro 1 de la draft aussi, donc bon, ça Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y a bureau, Mais je peux comprendre qu'on me dise, est-ce que tu veux venir dans l'Ohio porter un casque avec des rayures orange et noires? Ah, ça y est. Ça fait beaucoup d'arguments contre, tu vois. D'accord, Christina. Disons que là, s'il y avait une piscine dans le stade, elle est gelée la moitié de l'année en plus. Mais en tout cas, ça me rassure parce que je me suis dit, mince, je vais encore passer pour le Bengals hater. Mais ouais, il y a des... Je sais pas, cette free agency, elle est difficile à analyser de la part de Cincinnati. Contrairement aux années précédentes, il y a, à l'instar d'ailleurs de ce qui avait été fait l'année dernière où vous avez pas hésité à aller chercher DJ Reader. Ils ont quand même investi. Après, je rejoins Raph. Là, j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que depuis l'arrivée de l'erreur de casting du côté de l'Ohio, la défense démérite pas. Je parle de Zach Taylor parce que oui, je vois alors qui fronce les sourcils. Pour les nouveaux auditeurs. Pour nos nouveaux auditeurs, Greg n'aime pas trop le coach. Ouais, je pense. Ouais. On commence à voir quand même qu'il prend des décisions un petit peu curieuses. Bon, moi je veux bien qu'on dégage Dunlap et Atkins, mais c'est vrai que bon, si c'est pour faire venir à la place en effet Hendrickson et Ogunjobi, j'ai rien contre les deux joueurs hein, qui peuvent être des profils très talentueux, mais je trouve qu'on a fait beaucoup de simagrées en défense pour pas grand chose au final. Et puis ouais, offensivement, tu remplaces pas AJ Green, même si Green est en fin de carrière, très clairement. Sur la ligne offensive, tu fais venir Riley Reef. Enfin, ils considèrent cette O-line, donc c'est un upgrade par rapport à Bobby Hart, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui auraient été moins bons que Bobby Hart sur le marché des tackles. Donc c'est vrai que malgré tout, je suis pas complètement emballé par ce qu'ont proposé les Bengals. Le backfield défensif, pardon, j'aime bien éventuellement les choix, même si on l'a dit, Awuzie c'est moins bon que Jackson malgré tout. Donc ouais, peut-être pas redoublement, peut-être quand même passable. Mais ouais, il y a des choses qui font que ça coince un petit peu. Je peux pas être critique envers Cleveland et dire Cincinnati, j'aime totalement la direction qui a été prise par rapport aux décisions de ces derniers mois. Oui, moi j'irais sur le passable aussi pour tous les tours de passe-passe. En effet, je trouve que ça apporte pas grand-chose visiblement sur le fond. Mais je peux pas les condamner non plus. Ça reste à peu près. Après, quand t'es si bas, c'est sûr que l'effectif s'affaiblit pas notablement, mais il se renforce pas. Moi, je serais sur passable aussi. Mais bon, on a compris que c'était pas une intersaison grandiose pour l'instant en tout cas du côté de Cincinnati. On va finir là-dessus. Donc messieurs, Steelers passable, Bengals passable aussi, Ravens passable aussi. Il y a que les Browns qui ont les compliments dans cette AFC Nord. Voilà donc pour notre tour d'horizon de la free agency, nos 2 conseils de classe dans la même semaine. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour tous ces débriefs.
Un plaisir. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 424 du podcast Touchdown Actu. Merci à vous qui nous écoutez sur toutes les plateformes. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour une petite annonce. L'émission est sur YouTube pour ces 2 débriefs, mais petit à petit, les émissions n'apparaîtront plus sur la chaîne YouTube. On va se mettre sur l'audio pur, sur les flux d'audio. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Spotify, iTunes, Podcast Addict, Pocket Cast, vraiment tous les logiciels que vous pouvez imaginer en audio, on y est. Il y aura même Amazon Music bientôt d'ailleurs. Donc, vous pourrez demander à au mouchard dans l'enceinte que vous installez chez vous de vous faire écouter le podcast. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en audio. C'est plus simple, plus réactif. Et on ne va pas vous cacher qu'en termes de gestion des flux, des écoutes, des statistiques et aussi pour nos annonceurs, c'est plus direct l'audio. Donc, a priori, on va essayer de concentrer la chaîne YouTube sur des contenus vidéo. Vraiment, les émissions où on nous voit, les directs, voilà, ça semble avoir plus de sens. Donc, on voudrait faire comme ça. Donc, encore une fois, on va en mettre encore quelques-unes sur YouTube. Hein. On veut pas vous couper comme ça directement. Mais n'hésitez pas à essayer de vous reporter sur l'abonnement audio au fur et à mesure en plus de YouTube. Merci beaucoup encore une fois en tout cas Raphaël, merci Greg, merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Il y a toujours quelques sous-verts de la draft, n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis évidemment les décapsuleurs et tout le reste. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @Yellow Radio ça pour Grégory sur Twitter. Le site c'est évidemment touchdownactu.com. On vous souhaite une très bonne fin de journée, quel que soit le moment où vous nous écoutez et puis bien évidemment vous continuez à suivre les pastilles draft tous les matins, la couverture de la draft, premier tour en direct, deuxième tour en direct, plein de choses, on annoncera tout ça sur le site. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt, ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.